Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler d'une entreprise que je souhaite analyser depuis longtemps et on va donc commencer le travail aujourd'hui en faisant du quantitatif, regarder les chiffres de l'entreprise, etc. Et il s'agit donc d'Airbus. Comme je vous le disais en intro, l'objectif, ça va être d'aller d'abord regarder les chiffres avant de regarder le qualitatif parce que j'aime bien me faire un premier avis sur une entreprise pour ne pas perdre trop de temps ensuite sur le qualitatif si d'un point de vue des chiffres, je vois des choses qui me déplaisent. Du coup, ça va nous faire une vidéo où je vais découvrir avec vous en direct les chiffres. J'irai juste regarder avec vous tous les éléments que je souhaite regarder. Je n'ai rien préparé et ensuite on se posera quand même en fin de vidéo la question de la valorisation. À quoi est-ce que je m'attends sur Airbus? Alors, au niveau de la croissance, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Croissance ou dividende, est-ce que c'est une action à croissance ou à dividende? De souvenirs à l'époque, j'ai regardé Airbus il y a plusieurs années, je crois qu'il payait un dividende. Mais est-ce que c'est une entreprise qui a toujours beaucoup de croissance? Est-ce que c'est du dividende croissant, etc. Ça, honnêtement, ça fait trop longtemps, je ne me rappelle pas. Les marges brutes, et quand je vous dis je ne me rappelle pas, c'est parce que je veux faire justement la vidéo en direct volontairement. Je ne vais pas regarder les chiffres avant parce que je trouve que ça fait des vidéos plus interactives où vous voyez mes réactions. Et plus tard, pourquoi pas aller faire une vraie analyse beaucoup plus approfondie si je vois des choses qui me plaisent. Au niveau des marges brutes, revenons à nos moutons. Elles seront certainement faibles, puisqu'on est sur de l'industrie, et j'ai du mal à les imaginer avec des marges brutes très élevées. Par contre, marge opérationnelle, marge nette, marge sur flux de trésorerie disponible, on va voir. Je pense qu'on est en positif, en tout cas je l'espère. Ensuite, on ira regarder tout ce qui est bilan, est-ce qu'il y a de la dette, globalement, est-ce que l'entreprise financièrement, je vois des choses qui plaisent ou qui déplaisent. Et enfin, on parlera de la valorisation, on essaiera de deviner ce qu'il en est avec tous les éléments d'avant. Allez, on attaque, je vous emmène directement voir le chiffre d'affaires. Alors, donc là on est sur 15 ans, 14 ans, ça me va. Qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, en 2010, on avait un chiffre d'affaires de presque 46 milliards d'euros. Aujourd'hui, on est à 69, ce qui en 15 ans nous a fait 3% par an de croissance. Donc déjà, croissance du chiffre d'affaires plutôt basse pour moi. Si je nous mettais sur 10 ans, encore moins. Et si je nous mets sur, allez, on va aller jusqu'à 15-20 ans même, presque 4% par an. Donc globalement, on va rester sur une croissance assez faible pour cette entreprise. Je parle du chiffre d'affaires. En parlant du chiffre d'affaires, allons voir rapidement comment il est réparti. Donc tout ce qui est Airbus, on est à 50 milliards pour un total de 69 milliards. 7,9, donc 8 milliards pour les hélicoptères et 12 milliards pour la défense et le spatial. Donc une grosse partie du chiffre d'affaires, clairement, vient des avions. Et si je nous le fais à la calculette, 50 divisé par 69, 72% du chiffre d'affaires vient de l'aviation. Ok, comme ça, on le saura. Ok, on continue avec nos marges. Marge brute, 15%. Comme je vous le disais, hélas, je me doutais qu'elle serait basse. Enfin, 15% pour l'industrie, c'est pas négligeable. Il y a des entreprises avec beaucoup moins de marge brute que ça dans l'industrie. Et le mieux qu'on ait fait, c'était en 2021, 18%. Et si on regarde les médianes historiques, médiane de presque 14% de marge brute. Ok, l'entreprise gagne de l'argent. Ah, par contre, attendez, tiens, c'est intéressant. Euh, eh bien, elle était en marge nette négative en 2019 et 2020. Bon, ok, l'entreprise a eu une période où elle ne gagnait plus d'argent. Et si on va voir les flux de trésor, est-ce qu'elle avait brûlé du cash à l'époque? Attendez, j'ai cliqué au mauvais endroit. Eh bien, à la même période, elle a eu une période où elle était en flux de trésorerie disponible négatif. Donc, elle a brûlé de l'argent. Mais par contre, sur le long terme, on va se les regarder. Marge sur flux de trésor, elle a une médiane à 2%. Donc là, sur 15 ans, l'entreprise, pour 100% de chiffre d'affaires, elle a 2% en capacité d'autofinancement. On ira voir après ce qu'elle fait de cet argent qu'elle génère, mais elle génère pas non plus trop sur la médiane historique. Récemment, c'est un peu mieux. On voit plus de 5% de marge sur les flux de trésor disponibles. Donc globalement, quand même, il ne brûle pas de cash, même s'il y a eu des petits passages un petit peu difficiles. Ok, on va aller chercher le dividende, parce que de souvenir, ils en payent un. Ah, très intéressant. Ils l'ont coupé en 2020 et 2021, et dans ma tête, ça me fait penser à la pandémie, au fait que les avions étaient cloués au sol, etc. Donc, ça veut dire que la direction ose prendre des décisions quand c'est nécessaire. On va aller regarder un petit peu le dividende, est-ce qu'ils peuvent le payer, qu'est-ce qui se passe historiquement, etc. Donc, ils
peuvent le payer actuellement. Ils distribuent pas loin de 30% des flux de trésorerie disponibles. C'est pas si élevé que ça. Donc ça veut dire qu'il y a une partie du cash qui doit passer ailleurs, peut-être dans le remboursement de la dette, ou peut-être simplement qu'ils sont en train de faire monter leur position en cash. Le rendement actuel, il est un petit peu plus de 1%. Et sur 10 ans composés, si on enlève la période là où ils l'ont coupé à cause de la pandémie, j'imagine, ils nous l'ont augmenté de 5% par an. Donc déjà, on voit qu'on est sur une entreprise qui a une croissance sur le chiffre d'affaires plutôt faible. Tout à l'heure, vous avez regardé, on était sous les 3% par an, donc peu de croissance du chiffre d'affaires. Ce qui est un peu étonnant parce que l'aviation, ça se développe, on continue à vendre des avions, etc. Mais ok, il en est ce qu'il en est. La croissance du chiffre d'affaires est faible et ils augmentent le dividende dans le temps. Donc on est, à mon avis, sur une entreprise à dividende croissant. Et si on regarde la performance là, sur 10 ans, eh bien l'entreprise a fait mieux que le S&P 500. J'imagine, on commence déjà un peu à parler de valorisation, que les valorisations ont dû fortement s'apprécier. Quand je vois une entreprise avec peu de croissance au chiffre d'affaires et des marges comme ça, ok, elle paye un dividende, et évidemment, là, vous voyez dans les calculs, il est pris en compte, hein. On est en train de regarder avec et sans les dividendes réinvestis, mais pour qu'elle ait battu le S&P 500, j'imagine que les valorisations sont fortement appréciées. On ira voir plus tard, mais on retient déjà ça. Ok, donc le dividende, ils peuvent le payer, mais qu'est-ce qu'ils font du reste du cash, etc. On va aller regarder ça ensemble. Donc on va enlever le dividende payé. Non, on va le laisser d'ailleurs. Flux de trésorerie disponible. Alors, avec et sans les actions destinées aux employés, on est assez proche en termes de valeur, donc on va le prendre sans. Mais ils n'ont pas l'air de se payer trop grassement au niveau de la direction, etc. D'ailleurs, on peut d'ores et déjà aller regarder aussi la dilution au niveau des actions. Je vais enlever les autres, non, je vais les laisser. Diluted Outstanding Shares, je vais nous le mettre aussi en graphique. Il monte, alors attendez, il avait baissé, tac, il baisse, et là il remonte un petit peu, et sur le long terme, il est un tout petit peu en baisse. Donc il y a eu une période où ils ont racheté des actions, clairement, et là on le voit, à partir de 2020, ils se sont mis à nouveau émettre des actions. Mais globalement, sur le long terme, c'est très stable. On continue. On va aller chercher le cash, donc cash équivalent et investissement court terme. La dette court terme, alors elle est où? Il y en a un petit peu, mais elle n'est pas négligeable par rapport à la long terme, donc on va se mettre les deux pour voir ce qu'ils en font. Alors, on arrive sur un graphique, on constate que le flux de trésorerie disponible permet de couvrir le dividende. Ça, on le savait, on l'avait vu avant. Je vais nous passer le graphique en 12 mois glissant, et on va se mettre sur une période beaucoup moins longue parce que sinon il va être illisible. Alors, on se met à partir de 2019. Donc on a eu cette période où ils ont brûlé beaucoup de cash, mais là ça va mieux, ils n'en brûlent plus. Comme on le disait, ils arrivent à payer leurs dividendes. Ensuite, leur position en cash. Alors, elle leur permet de rembourser toute la dette. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on voit que le cash, globalement, ils ont tendance à le garder assez élevé dans le temps. Donc ils ont une belle position en cash. J'imagine qu'ils ont beaucoup d'inventaire. Rien à voir, mais j'y pense de suite. Ah oui, ils ont énormément d'inventaire. Ce qui est extrêmement logique parce qu'on est dans l'industrie et en plus on est sur des délais de livraison assez longs. D'ailleurs, on voyait tout à l'heure, ils avaient des backlogs, donc ça veut dire qu'ils ont quand même pas mal d'ordres de commandes qui sont rentrées et qui n'ont pas encore été livrées. C'est assez cohérent parce qu'ils prennent des commandes et ensuite ils mettent des années à livrer les avions. Enfin bref, on va enlever l'inventaire. Donc je suis pas du tout étonné qu'ils conservent beaucoup de cash et ils essaient d'être quand même sains financièrement parce que quand vous avez beaucoup d'inventaire, ça peut vite poser des problèmes sur la gestion de la trésorerie. Après, je ne suis pas inquiet pour eux. C'est une entreprise qui a pignon sur rue. S'ils ont un problème de trésorerie, je pense qu'on leur prêtera. Et d'ailleurs, vous voyez qu'ils ont de la dette court terme et long terme qu'ils peuvent rembourser. Après, par contre, le flux de trésorerie disponible, s'ils arrêtaient de payer un dividende et qu'ils l'utilisaient entièrement, ils rembourseraient de tête. Ah, ça irait vite, hein. Il faudrait quoi, 4 ans de tête, moins de 4 ans. Donc franchement, c'est hyper propre, hein. Là, je commence un petit peu déjà à réfléchir à ma conclusion. C'est une entreprise qui n'a pas de problème de trésorerie. Bon, elle a pas mal de dettes quand même, mais elle est capable de la rembourser et ça me choque pas du tout parce qu'on a vu, ils ont beaucoup d'inventaire. Gérer la trésorerie de chez Airbus, j'aimerais pas m'amuser à le faire et je pense qu'ils ont des gens très compétents qui le font. Mais quand vous avez autant d'entrées et de sorties d'argent parce que vous êtes dans l'industrie, eh ben, faut s'accrocher. Je pense qu'ils doivent bien s'amuser dans ce département dans l'entreprise. Bref, revenons à nos moutons. Entreprise qui a une croissance faible, mais qui a de la croissance quand même. J'aimerais aussi, et j'en parlerai un petit peu en conclusion, parler du fait que le concurrent en face a quand même des difficultés. Boeing, Airbus, leur réputation, elle est montée dans le temps et je pense que ça va jouer sur les valorisations. Ils ont eu le courage de couper le dividende quand il le fallait.
D'ailleurs, on avait vu qu'à ce moment-là, ils avaient aussi des flux de trésorerie disponibles négatifs. Si on fait une analyse complète, on ira voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, etc. Là, pour l'instant, je fais juste du chiffre et l'analyse quantitative. Donc, je vois des choses qui me plaisent dans le sens que l'entreprise, elle a pignon sur rue, son chiffre d'affaires augmente doucement, mais il augmente quand même dans le temps. Elle ne brûle pas de cash pratiquement tout le temps. Elle a des marges faibles, mais en même temps, on est dans l'industrie, on peut s'attendre évidemment à ça, hélas, entre guillemets. Mais bon, pour l'industrie, c'est pas si mal, hein, plus de 15% de marge brute. On avait dit, je vais vous le ressortir, je vous fais ça en découvrant en même temps que vous. Vous voyez, plus de 15% de marge brute, donc c'est pas si mal que ça. Et surtout, il paye un dividende, il l'augmente. Et l'entreprise, eh ben, sur là, 10 ans, elle fait mieux que le S&P 500. Donc franchement, bravo. Maintenant, qu'est-ce qui va en être des valorisations? Parce que quand je vois la croissance et les marges et qu'elle fait mieux que le S&P 500, j'imagine que ça s'est extrêmement apprécié. Alors, on va retourner dans Financials, les métriques, prix par rapport au chiffre d'affaires. Sous les deux, pas étonné, c'est pas très élevé, mais en même temps, avec des marges brutes de ce niveau-là de 15%, on va pas non plus avoir un prix par rapport au chiffre d'affaires à 10, on n'est pas non plus chez Microsoft ou des choses comme ça. Par contre, déjà, qu'est-ce que ça s'est apprécié historiquement? On était, il y a 10 ans, un prix par rapport au chiffre d'affaires à 0,7. On est aujourd'hui à 2. Donc l'entreprise a battu le S&P 500 et bravo à elle, mais parce qu'en fait, elle s'est beaucoup appréciée en grande partie. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Et on le retrouve du fait qu'on a peu de croissance sur le chiffre d'affaires et les marges assez stables dans le temps. Donc, peu de croissance du chiffre d'affaires, marge stable. Il y a un moment, même si on réinvestit le dividende, la seule raison qui fait que là, on retrouve, on a fait mieux que le S&P 500, et ben, mathématiquement, en fait, c'est que l'action s'est fortement appréciée. PER est pris par rapport au flux de trésor, même si clairement le PER sera beaucoup plus exploitable. Parce que regardez, les marges nettes, elles sont bien stables dans le temps et le prix par rapport au flux de trésor est beaucoup moins stable. Encore une fois, c'est logique. CAPEX, il faut investir dans les machines, les usines, etc. Donc voilà, ça ne m'étonne pas. On va se mettre les deux, mais on va vite enlever le prix par rapport au flux de trésor. Regardez ce que je vous disais. C'est marrant, sans même créer le graphique, c'est logique en fait. Le prix par rapport au flux de trésor, il n'est pas très exploitable parce que vous avez des pics énormes qui vous font que le graphique n'est pas lisse. On va se les enlever. On va regarder le PER sur cette entreprise. Alors, quoique là aussi d'ailleurs, marges nettes qui sont passées en négative, et là on a eu un pic. Donc quand même l'entreprise a eu des marges dans le temps qui ont eu des instabilités. Ok, on va se mettre que sur les dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise a aujourd'hui un PER de 29, ok, et le prix par rapport au flux de trésor 24. Et si je nous mets sur le plus long terme, on voit que la médiane historique, alors là, allez, on va essayer de se mettre sur pile poil 10 ans, la médiane historique est à 24 et on est récemment à 29. Donc l'entreprise se paye un peu cher par rapport à son historique. Et si on regarde, là, il y a quand même eu un creux. Alors, il y a un moment, ils avaient des marges nettes négatives, donc problème réglé, il n'y avait plus de PER. Mais il y a eu un gros creux vers 2021-2022 avant de reprendre fortement les valorisations. Je serais curieux d'aller voir ce qui s'est passé. Alors, le graphique, on va l'avoir ici. On va se regarder sur 5 ans, 2021-2022. Et on va même le mettre sur le très long terme. Ah, là, c'est visible, regardez. Comme l'entreprise, elle a baissé très fortement. On retrouve notre pandémie, hein. Et ensuite, on a repris une hausse par rapport à 2021 et 2022. Et si je vais voir le dividende, je vous découvre vraiment tout ça en direct. Et ben c'est marrant, vous voyez, en 2020, sur 10 ans, donc l'entreprise en 2020, elle est revenue sur la performance du S&P 500. Et c'est là que vous retrouvez, j'adore faire ces vidéos parce qu'on comprend tout en direct, je trouve ça passionnant. La valorisation s'est bien compressée en 2022 et on était revenu sur les niveaux du S&P 500. Et ensuite, là, regardez, on est passé d'un PER globalement de 17-20 à aujourd'hui plus de 30. Et donc, l'entreprise, elle s'est remise à complètement superformer le S&P 500. Donc, bravo à elle. Comme quoi, il y a des très belles entreprises qui, à certains moments, peuvent être achetées à des bons prix parce que, franchement, bonne gestion de la direction, ils n'ont pas hésité à couper le dividende quand il fallait. Ok, il n'y a pas beaucoup de croissance, mais en même temps, c'est déjà une grosse entreprise. Et même si on vend de plus en plus d'avions et qu'on augmente un petit peu le prix, on n'est pas non plus sur des entreprises en début de courbe en S qui sont en train de créer des nouveaux produits, etc. Ça reste quand même des produits qu'ils vendent depuis des dizaines d'années. Et donc, à un moment, c'est dur d'aller chercher de la croissance. Mais ça fait plaisir à voir ce genre d'entreprise parce que ultra bien gérée, qui paye un dividende, qui l'augmente dans le temps. Certes, un prix par rapport au chiffre d'affaires à 1,8 et un PER à 29, donc c'est peut-être, on va dire, sur les niveaux hauts de ce que personnellement je serais prêt à la payer, mais sur un retracement, là, comme dans 2021-2022, avec un PER à 17-18,
Et d'ailleurs, on le voit au niveau du graphique, comme on le disait, elle avait bien chuté. Et bravo à ceux qui l'ont acheté là, parce que depuis, vous avez une sacrée belle performance. Eh ben, rien à dire. Je comprends qu'on m'ait souvent parlé de cette entreprise, notamment en DM. Je comprends qu'elle intéresse. Les valorisations sont un petit peu élevées récemment, mais elles ne me choquent pas sur le papier. Évidemment, on regarde par rapport au passé, il faut voir où sera l'entreprise dans le futur, faire ses projections, réactualiser. On ne peut pas en rester là. Mais au final, pour revenir sur mon intro qui fera aussi ma conclusion, maintenant, bon, la croissance, on le sait, il n'y en a pas tant que ça, mais en même temps, eh ben, on est sur une entreprise qui est bien gérée, qui est rentable, qui a pignon sur rue, qui va quand même être dur à disrupter. C'est un duopole. Alors certes, il y a d'autres entreprises qui font des avions, mais on n'est pas du tout sur les mêmes volumes, et c'est vraiment deux entreprises qui ont pignon sur rue dans ce secteur. Ils ont un petit peu de défense et d'aérospatiale. Si on fait une analyse complète, il faudra aller regarder ce qui se passe de ce côté. Ça représente quand même un petit peu moins de 30% du chiffre d'affaires, mais c'est pas négligeable du coup. Ils ont des marges brutes qui sont, ok, certainement faibles, mais au final à plus de 15%, donc pas si faibles que ça. Bravo à eux. Ils ont, pour de l'industrie en tout cas, une capacité à fixer les prix. Ils ont de la dette, mais on a vu qu'ils ont le cash pour la couvrir. Et vu l'inventaire, ça ne me choque pas non plus. Il faut bien qu'ils aient un petit peu de cash en stock pour gérer ça. Et les valorisations sont un petit peu élevées, mais elles ne me choquent pas non plus. Alors, ça ne veut pas dire que je vais rentrer sur le dossier sans faire une analyse complète. Clairement, il faudrait que je travaille plus sur le dossier. Mais ben, vous voyez, comme quoi il y a des très belles entreprises, ça fait plaisir à voir. Ça fait depuis quelques temps que je regarde beaucoup LVMH, vous le savez, et je trouve que la valorisation est devenue intéressante. On avait regardé Schneider Electric, Air Liquide, il y a des très belles boîtes, et ça fait plaisir à voir. Et d'ailleurs, je ne serais pas du tout étonné si un de ces quatre, par exemple, rentrait sur LVMH, parce que comme je vous le disais, la valorisation commence à m'intéresser, et j'en parle de plus en plus pour tout simplement parce que l'entreprise m'intéresse. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo aura été pertinente pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.